Je m'appelle Damien, j'ai 24 ans, et je viens de remporter le prix national du jeune innovateur pour mon algorithme révolutionnaire. En quittant la scène, mon trophée à la main, j'ai aperçu mon frère Tyler dans la foule. Sa mâchoire est tombée d'incrédulité. C'est drôle comme la vie fonctionne. Il y a tout juste un an, ma famille n'a pas pris la peine d'assister à ma remise de diplôme universitaire. Pourtant, ils ont parcouru 3000 miles en avion pour la fête d'anniversaire de mon frère. Alors que je m'apprête à partager comment la trahison de ma famille est devenue ma plus grande motivation, dites-moi d'où vous regardez et si vous avez déjà eu à vous reconstruire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur la manière de surmonter les défis de la vie. Ayant grandi dans un quartier de classe moyenne de Boston, j'ai toujours cru que nous étions la parfaite famille américaine. Mon père, Harold, travaillait comme ingénieur dans une entreprise respectée, rapportant un salaire confortable qui nous permettait d'avoir une maison de 4 chambres avec un jardin. Ma mère, Margaret, enseignait en 5e année à l'école primaire locale, rentrant à la maison avec des histoires sur ses élèves qui nous faisaient rire pendant le dîner. En surface, nous ressemblions à la famille idéale, des parents travailleurs, 2 garçons en bonne santé et un golden retriever nommé Rusty, qui nous accueillait à notre retour de l'école. Mais sous cette façade pittoresque, il y avait un déséquilibre que j'ai remarqué très tôt, mais que je n'ai pu nommer que bien plus tard. Mon frère Tyler, de 3 ans mon cadet, semblait exister dans un foyer différent du mien. Alors que je vivais dans un monde où les réussites étaient attendues et les échecs scrutés, Tyler habitait un royaume où chacun de ses mouvements était célébré et ses faux pas gentiment corrigés. Damien, un 98%. Qu'est-il arrivé aux 2% restants, demandait mon père en examinant mon test de mathématiques presque parfait. Pendant ce temps, le 85% de Tyler lui valait des éloges enthousiastes et une sortie pour une glace. Ce schéma s'est répété tout au long de notre enfance. On assistait à mes récitals de piano par obligation polie, suivis de critiques sur ma posture ou mon tempo. Quand Tyler s'est mis au baseball, mes parents n'ont jamais manqué un match, l'acclamant sauvagement depuis les gradins même lorsqu'il était éliminé. Ils lui ont acheté du matériel haut de gamme tout en insistant sur le fait que ma clarinette d'occasion était parfaitement adéquate. Les célébrations d'anniversaire cristallisaient la différence. Mon 16e anniversaire a été marqué par un gâteau standard et un cadeau modeste, une montre que mon père jugeait pratique pour un jeune homme. 3 ans plus tard, le 16e anniversaire de Tyler comprenait une fête dans le jardin avec 50 invités, un DJ professionnel et les clés d'une Ford d'occasion mais bien entretenue que mes parents avaient secrètement restaurée. Ton frère a besoin de plus d'encouragement, expliquait ma mère lorsque je remettais en question ces disparités. Tu as toujours été si indépendant et motivé, Damien. Nous savons que tu réussiras quoi qu'il arrive. Leur confiance en mon autonomie est devenue leur excuse pour leur négligence affective. J'ai appris à me pousser vers l'excellence académique, rejoignant tous les clubs et compétitions qui pourraient leur valoir leur approbation. Boursier du mérite national. Un signe de tête et un changement rapide de sujet. Première place au concours de sciences de l'État. C'est bien. Damien, as-tu sorti les poubelles? Dans ces premières années, Tyler et moi étions en fait proches. Quand nous étions jeunes garçons, nous construisions des forts élaborés dans le jardin, inventions des langages secrets et nous défendions mutuellement contre les brutes du quartier. Il m'admirait, me suivant partout et imitant mes habitudes. Je lui ai appris à faire ses lacets, à faire du vélo et à résoudre des problèmes de mathématiques simples. Mais en grandissant, et à mesure que le traitement préférentiel devenait plus prononcé, un fossé s'est creusé entre nous. Tyler a commencé à accepter son statut d'enfant chéri comme quelque chose de naturel, montrant parfois des éclairs de sentiments de supériorité qui irritaient même nos parents. Au lycée, nos conversations s'étaient réduites à des échanges superficiels sur l'école ou les tâches ménagères. Pourquoi dois-tu toujours être si sérieux, me demandait-il quand je refusais de rejoindre ses amis pour des fêtes impromptues en semaine. Maman et papa s'en ficheront si tu manques un devoir. Mais ils s'en soucieraient. Les normes pour nous existaient dans des univers parallèles. Tout au long du lycée, j'ai maintenu une moyenne parfaite de 4.0, j'ai été président du conseil des élèves et j'ai fait 20 heures de bénévolat par semaine au musée des sciences locales. Mon dossier scolaire et ma liste d'activités extrascolaires sont devenus impressionnants. Pourtant, à la maison, ces réalisations n'étaient qu'un bruit de fond. La seule personne qui reconnaissait vraiment mes efforts était mon meilleur ami, Nathan. Il habitait à 3 maisons de là et avait été témoin de la disparité de première main au fil des années de sessions d'études après l'école et de week-ends passés chez moi. Tes parents sont aveugles s'ils ne voient pas à quel point tu es exceptionnel,
m'a dit Nathan après avoir assisté à une réaction particulièrement méprisante à mon admission à la National Honor Society. Un jour, ils regretteront de ne pas t'avoir apprécié. La maison de Nathan est devenue mon refuge. Ses parents m'invitaient souvent à dîner, me posaient des questions sur mes réussites et montraient un intérêt sincère pour mes objectifs. Madame Peterson a une fois assisté à mon tournoi de débat alors que mes deux parents prétendaient être trop occupés, bien qu'ils fussent à la maison pour conduire Tyler à un film avec des amis le même soir. En terminale, j'avais accepté que ma valeur à la maison ne serait jamais correctement reconnue. J'ai canalisé cette blessure en détermination, postulant à des universités loin de Boston, cherchant à la fois une distance géographique et émotionnelle avec la famille qui ne semblait pas me voir. Quand l'épais dossier d'acceptation de l'Institut de technologie de Californie est arrivé avec une bourse d'études complète, je me suis senti vengé. Ce prestigieux programme d'ingénierie acceptait moins de 8% des candidats, et il me voulait assez pour couvrir la totalité de mes frais de scolarité. Je me suis précipité à la maison, la lettre à la main, impatient de partager la nouvelle. Mes parents étaient dans la cuisine. Le moment parfait pour mon annonce. Maman, papa, j'ai été accepté à Caltech avec une bourse complète, dis-je, essayant de contenir mon excitation en faisant glisser la lettre d'acceptation sur le comptoir. Mon père a levé les yeux de son journal. C'est en Californie, n'est-ce pas? C'est assez loin. Ma mère a parcouru la lettre. Une bourse? Eh bien, c'est pratique. Nous n'aurions pas pu nous permettre de t'envoyer dans un endroit aussi cher. Pas de félicitations, pas de fierté, pas de reconnaissance de l'exploit, juste des considérations pratiques et des rappels subtils des limitations financières qui n'avaient jamais semblé s'appliquer aux dépenses de Tyler. Le contraste est devenu encore plus frappant 2 semaines plus tard lorsque Tyler a intégré l'équipe de basketball junior. Mes parents ont emmené la famille dîner dans un restaurant de steak cher pour célébrer. Pendant le repas, ils ont discuté de la possibilité d'engager un entraîneur privé pour l'aider à développer ses compétences. L'addition pour ce dîner a dépassé $500, plus que ce qu'ils avaient dépensé pour mon cadeau de fin de lycée. Je suis parti pour la Californie avec un mélange d'excitation et de chagrin. La distance de 3000 miles m'a offert à la fois une évasion et une perspective. Ma chambre de dortoir, bien que petite et partagée avec un inconnu, me semblait être le premier espace qui était vraiment à moi. La vie universitaire a été chargée dès le début. J'ai jonglé entre des cours d'ingénierie rigoureux et un travail à temps partiel au laboratoire informatique du campus. La bourse couvrait les frais de scolarité mais pas les frais de subsistance. J'ai donc travaillé 20 heures par semaine pour éviter de demander de l'argent à mes parents. Pendant ce temps, les dépenses de lycée de Tyler, de l'équipement sportif au bal de promo, étaient couvertes sans question. Pendant ma première année, j'appelais à la maison chaque semaine. Ces conversations suivaient un schéma prévisible, de brèves questions sur mes études, des nouvelles rapides de leur vie et de longues discussions sur les dernières réussites ou les défis de Tyler. Progressivement, j'ai réduit ces appels à toutes les 2 semaines, puis une fois par mois. Personne ne semblait le remarquer. Le tournant de mon expérience universitaire est survenu en 2e année lorsque j'ai suivi un cours d'algorithmes avancés avec le professeur Edward Williams. Contrairement à la plupart des professeurs qui maintenaient une distance professionnelle avec les étudiants de premier cycle, le Dr Williams s'intéressait personnellement à ses étudiants les plus dévoués. Après avoir obtenu la meilleure note à son examen de mi-session notoirement difficile, il m'a invité à ses heures de bureau. Monsieur Walker, votre solution au problème d'optimisation de réseau était élégante, a-t-il dit en faisant référence à mon examen. Avez-vous envisagé des opportunités de recherche? Cette conversation a abouti à un poste d'assistant de recherche dans le laboratoire du Dr Williams où j'ai travaillé sur des problèmes de pointe en matière d'efficacité computationnelle. Pour la première fois, j'ai ressenti ce que c'était d'avoir mes capacités intellectuelles non seulement reconnues mais célébrées. Le Dr Williams est devenu le mentor dont j'avais toujours rêvé, me défiant, me guidant et montrant un intérêt sincère pour mon développement. Sous sa direction, j'ai contribué à un article de recherche publié dans une revue d'informatique respectée, en tant qu'étudiant de 2e année. Un exploit rare. Lorsque l'article a été publié, le Dr Williams a emmené l'équipe de recherche dîner et a porté un toast à nos contributions. À Damian, a-t-il dit, le verre levé, dont l'approche innovante de l'algorithme a rendu cette percée possible. J'ai failli pleurer. Personne n'avait jamais reconnu publiquement mes contributions de cette manière. Pendant ce temps, mes liens avec la maison devenaient de plus en plus ténus. Mes parents appelaient rarement, sauf s'ils avaient besoin de quelque chose,
généralement un support technique pour leurs ordinateurs ou leur téléphone. Quand j'ai mentionné l'article de recherche publié, ma mère a dit « C'est bien, mon chéri », avant de se lancer immédiatement dans une histoire sur la visite du campus universitaire de Tyler. Tyler avait commencé à regarder les universités, se concentrant principalement sur les écoles de la côte et avec une forte vie sociale et de généreux départements sportifs. Mes parents l'ont accompagné lors de visites dans 5 universités différentes, publiant des photos de leur road trip universitaire familial sur les réseaux sociaux. Ils n'avaient pas visité une seule école avec moi avant mon départ pour Caltech. Quand Tyler a finalement choisi d'aller à l'université de New York, mes parents ont couvert l'intégralité de ses frais de scolarité, son appartement à Manhattan et ses frais de subsistance. Nous voulons qu'il se concentre sur ses études, pas qu'il s'inquiète de l'argent, a expliqué mon père lors d'une de nos conversations téléphoniques de plus en plus rares. L'ironie qu'il ne m'ait pas offert la même courtoisie semblait leur échapper. Les visites pendant les vacances sont devenues des exercices d'endurance émotionnelle. J'ai pris l'avion pour rentrer à Noël mes 2 premières années en utilisant l'argent économisé de mon travail sur le campus. Chaque visite renforçait mon statut d'étranger. Les conversations tournaient autour des expériences de Tyler et même les parents semblaient programmés pour lui poser des questions détaillées tout en ne m'offrant que des banalités génériques. En 3e année, j'ai arrêté de rentrer pour les courtes pauses. Quand j'ai refusé de rejoindre la famille pour Thanksgiving, invoquant une échéance de recherche, personne n'a protesté ni même semblé déçu. La même année, j'ai découvert via les réseaux sociaux que ma famille avait fait un voyage en Floride pendant les vacances de printemps sans même me le mentionner. Alors que ma famille de naissance s'éloignait de plus en plus, j'ai tissé des liens qui comblaient le vide affectif. Mon amitié avec Nathan est restée forte malgré la distance, avec des appels vidéo réguliers et des conversations honnêtes. Le docteur Williams m'invitait à des dîners de famille chez lui, où sa femme et ses filles adolescentes me traitaient comme un membre de la famille élargie. J'ai également noué des liens étroits avec d'autres étudiants en ingénierie qui comprenaient la rigueur de notre programme et la passion qui nous animait. Nous célébrions les anniversaires, formions des groupes d'études qui se sont transformés en véritables amitiés, et nous nous soutenions mutuellement dans les défis académiques et personnels. Pendant ma 3e année, je suis sorti avec Jessica, une brillante étudiante en chimie, qui m'a aidé à comprendre que le traitement de ma famille reflétait leurs limites, et non ma valeur. Ils t'ont assigné un rôle dans leur histoire familiale, a-t-elle dit lors d'une conversation nocturne sur mes parents. Mais tu n'as pas à accepter ce rôle. C'est à toi d'écrire ta propre histoire. Bien que notre relation amoureuse ait finalement pris fin lorsqu'elle a été transférée pour terminer son programme au MIT, sa perspicacité est restée avec moi. J'ai commencé à me voir non pas comme le fils négligé en quête d'approbation, mais comme un adulte indépendant construisant une vie basée sur mes propres valeurs et objectifs. En terminale, j'avais décroché un stage impressionnant dans une grande entreprise technologique, ajouté 2 autres publications de recherche à mon CV et remporté le prix du département pour la recherche de premier cycle exceptionnel. Je construisais une vie et une carrière qui ne nécessitaient aucune validation des personnes qui me l'avaient refusé pendant si longtemps. L'année de terminale est passée en un éclair de projets finaux, d'entretiens d'embauche et de candidatures aux études supérieures. Bien que j'ai eu des offres attrayantes de plusieurs entreprises technologiques, je suis resté indécis sur mon parcours après l'obtention de mon diplôme. Ce qui était certain, cependant, c'est que j'obtiendrais mon diplôme avec la plus haute distinction, reconnu comme le meilleur étudiant du département d'informatique. 3 mois avant la remise des diplômes, j'ai envoyé des invitations formelles à ma famille. Malgré notre relation tendue, une partie de moi espérait que cette étape importante leur vaudrait enfin leur fierté et leur attention. J'ai même appelé ma mère pour les inviter personnellement. On verra, Damien, a-t-elle dit de manière non engageante. C'est un sacré voyage, et tu sais à quel point les choses sont chargées en mai. À l'approche de la remise des diplômes, sans plan confirmé de la part de ma famille, j'ai suivi avec un autre appel. À propos de la remise des diplômes, ai-je commencé. J'ai besoin de savoir si vous venez pour que je puisse organiser les billets. La voix de ma mère a pris un ton d'excuse que j'avais entendu de nombreuses fois auparavant. Oh, Damien, je suis désolé, mais nous ne pourrons pas venir. Ce n'est tout simplement pas financièrement possible en ce moment avec l'économie et l'entreprise de ton père qui réduit les primes. L'excuse semblait assez plausible. Voyager de Boston à la Californie n'était pas bon marché. Mais quelque chose dans sa voix a éveillé ma suspicion. J'ai insisté pour avoir des détails. Donc, personne ne vient. Pas même un seul d'entre vous. Nous sommes tous si fiers de toi, a-t-elle dévié.
Mais ça n'a tout simplement pas de sens de dépenser des milliers de dollars en billets d'avion et en hôtel en ce moment. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu as toujours été notre pragmatique. J'ai ravalé ma déception. Bien sûr, maman, je comprends. 2 jours plus tard, en faisant défiler distraitement Instagram, je me suis figé devant une publication de ma cousine Rachel. Elle montrait mes parents et Tyler à l'aéroport JFK avec la légende, en route pour NYC pour le week-end. La fête d'anniversaire de Tyler va être épique. L'horodatage datait de ce matin-là. Tout en prétendant ne pas pouvoir se permettre d'assister à ma remise de diplôme universitaire, mes parents prenaient l'avion pour la fête du 21e anniversaire de mon frère. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. La trahison n'était pas seulement qu'ils avaient choisi de ne pas venir. C'était le mensonge. Le prétexte que les contraintes financières étaient le problème plutôt que de simplement admettre que je n'étais pas une priorité. La fête d'anniversaire de Tyler justifiait apparemment la dépense que ma remise de diplôme ne justifiait pas. Les mains tremblantes, j'ai pris des captures d'écran de la publication et de plusieurs autres qui sont apparues tout au long de la journée. Ma famille s'enregistrant à leur hôtel, faisant du shopping à Manhattan, dînant dans un restaurant haut de gamme. J'ai calculé le coût approximatif de leur week-end, facilement 3000 $ ou plus. Le jour de la remise des diplômes est arrivé avec un ciel californien parfait et un campus vibrant d'excitation. Les parents et les familles se sont rassemblés, portant des fleurs et des ballons, rayonnant de fierté en repérant leurs diplômés. Je me suis rendu seul à la cérémonie, mon étole d'honneur et mes médailles me semblant soudainement lourdes autour du cou alors que le doyen appelait mon nom, annonçant mon statut summa cum laude et le prix du département. J'ai scruté le public par habitude, sachant que je ne verrais aucun visage familier. Mais je me trompais. Dans la foule se tenait Nathan, qui avait pris l'avion depuis son programme d'études supérieures au Texas, et le professeur Williams, qui avait modifié son programme de conférence pour être présent. Ils se sont levés et ont applaudi lorsque j'ai traversé la scène. Leur soutien, une bouée de sauvetage au milieu de la mer de célébration familiale dont je ne faisais pas partie. Après la cérémonie, alors que les familles prenaient des photos et se dirigeaient vers des dîners de célébration, je me suis retiré dans mon appartement avec Nathan et le professeur Williams. Ils avaient apporté du champagne et un petit gâteau, déterminés à ce que mon exploit ne reste pas non célébré. A un talent et une persévérance exceptionnels, a trinqué le professeur Williams. La communauté scientifique a de la chance de t'avoir, Damien. Plus tard dans la nuit, après leur départ, j'ai finalement appelé mes parents. Les bruits d'une fête résonnaient en arrière-plan lorsque mon père a répondu. « Damien, comment s'est passée la cérémonie ?» Son ton désinvolte, comme s'il n'avait pas manqué l'un des jours les plus importants de ma vie, a allumé quelque chose en moi. « Vous m'avez menti, dis-je, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Vous avez dit que vous ne pouviez pas vous permettre de venir, mais vous êtes à New York en ce moment, à dépenser des milliers pour l'anniversaire de Tyler. » Silence, puis défense. « Attends une minute. C'est différent. C'était prévu depuis des mois, et Tyler avait vraiment besoin de cette célébration après son semestre difficile. Et je n'avais pas besoin de ma famille à ma remise de diplôme? Après 4 ans à m'épuiser au travail? Tu as toujours été indépendant, Damien. Tyler a besoin de plus de soutien. Non, Tyler reçoit plus de soutien. Il y a une différence. La conversation s'est détériorée à partir de là. Ma mère a pris le téléphone, sa voix tendue alors qu'elle m'accusait d'essayer de gâcher le week-end spécial de Tyler avec mon égoïsme. Mon père a suggéré que je surréagissais, que la remise des diplômes n'était qu'une cérémonie et que je devrais être assez mature pour comprendre que les finances familiales nécessitaient des priorités. Je comprends les priorités, ai-je finalement dit. Et je comprends que je n'ai jamais été l'une des vôtres. Ça s'arrête aujourd'hui. Ne me contactez plus. J'ai raccroché, bloqué leurs numéros et les ai supprimés de tous les réseaux sociaux. Le dernier message que j'ai reçu venait de Tyler. Bravo pour tout ramener à toi encore une fois. Maman pleure maintenant. Tu dois toujours être si dramatique au lieu d'être simplement heureux pour moi pour une fois. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, entouré de cartons alors que je me préparais à quitter l'université, je me suis permis de ressentir tout le poids du rejet de ma famille. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Pleurer non seulement leur absence ce jour-là, mais les années d'amour conditionnel et de traitement inégal. Le matin venu, le chagrin s'était durci en résolution. S'ils ne voulaient pas faire partie des réussites de ma vie, je construirais une vie si réussie qu'ils finiraient par regretter leur absence.
Après l'obtention de mon diplôme, j'ai accepté un poste d'ingénieur logiciel chez Nexus Innovation, une start-up prometteuse de San Francisco développant des systèmes intelligents éco-énergétiques. L'entreprise n'était pas aussi prestigieuse que certains des plus grands géants de la technologie qui m'avaient offert des postes, mais elle offrait quelque chose de plus précieux, l'opportunité d'avoir un impact significatif dans un domaine en pleine croissance. J'ai trouvé un petit mais fonctionnel appartement à Oakland, faisant 40 minutes de trajet dans chaque sens pour économiser sur les loyers astronomiques de San Francisco. L'espace était entièrement à moi. Pas de colocataire, pas de compromis, pas besoin de s'adapter aux préférences ou aux routines de quelqu'un d'autre. Après des années à essayer d'obtenir une approbation qui n'est jamais venue, créer un espace qui ne reflétait que mes goûts me semblait révolutionnaire. Lors de ma première nuit dans le nouvel appartement, entouré de cartons non déballés et de contenants de plats à emporter, j'ai noté des objectifs spécifiques sur un bloc-notes. Professionnel, développer une technologie qui fait une différence significative dans la vie des gens. Avancer au poste d'ingénieur principal en 2 ans. Breveter une innovation originale. Personnel, tisser des liens authentiques avec des personnes qui me valorisent. Aborder et guérir du traumatisme familial. Apprendre à définir le succès selon mes propres termes, pas par la validation externe. Ces objectifs sont devenus ma feuille de route alors que je naviguais dans la vie sans les liens familiaux que la plupart des gens tiennent pour acquis. Les vacances ont été les plus difficiles au début. Lorsque des collègues me demandaient mes projets pour Thanksgiving ou Noël, je suis devenu adepte des réponses vagues qui évitaient les réactions de pitié. Ma première semaine chez Nexus m'a présenté Marcus Reynolds, le directeur technique qui allait devenir un allié inattendu dans mon développement professionnel. Lors de notre première réunion individuelle, il a examiné mes projets universitaires et mes articles de recherche avec un intérêt sincère. Votre travail sur l'optimisation des algorithmes est impressionnant, a-t-il noté, faisant référence à la recherche que j'avais menée avec le professeur Williams. Nous avons quelques défis d'efficacité dans notre architecture système actuelle que votre approche pourrait aider à résoudre. En moins d'1 mois, Marcus m'a assigné à un projet critique visant à réduire la consommation d'énergie des systèmes domotiques de l'entreprise. L'équipe existante avait des difficultés avec des problèmes de performance qui vidaient les batteries des appareils trop rapidement. Le problème présentait une application parfaite pour mon domaine de recherche. Je vous donne 2 semaines pour analyser le système et proposer des solutions, m'a dit Marcus. C'est une chance de faire vos preuves rapidement. Je me suis jeté dans le défi, travaillant tard dans la nuit et pendant les week-ends. Lorsque j'ai présenté mes conclusions et la solution proposée, les ingénieurs principaux ont d'abord résisté à mon approche, se demandant si un nouveau diplômé pouvait résoudre un problème qu'ils abordaient depuis des mois. Le problème n'est pas dans les protocoles de transmission, ai-je expliqué, affichant mon analyse sur l'écran de la salle de conférence. C'est dans la manière dont le système met en file d'attente et regroupe les commandes. Ma solution réduit les cycles de réveil inutiles de 67%. Marcus a soutenu ma mise en œuvre malgré le scepticisme de l'équipe. Lorsque la solution s'est avérée efficace lors des tests, réduisant considérablement la consommation d'énergie, j'ai gagné le respect de l'équipe d'ingénierie et une reconnaissance précoce de la part de la direction de l'entreprise. Ce succès professionnel m'a apporté une validation externe. Mais mon paysage intérieur nécessitait une reconstruction plus délibérée. Sur la recommandation d'un collègue, j'ai rejoint un groupe de soutien pour adultes confrontés à une rupture familiale. Chaque mardi soir, au sous-sol d'un centre communautaire, je m'asseyais en cercle avec d'autres dont les histoires familiales faisaient écho à certains aspects de la mienne. Il y avait Laura, dont les parents l'avaient rejetée après qu'elle ait choisi une carrière dans l'art au lieu de l'entreprise familiale. Michael, dont les frères et sœurs l'excluaient systématiquement des événements familiaux après un désaccord sur les soins de leur père. Sophia, dont le narcissisme de sa mère avait déformé toutes les relations familiales. Dans leurs expériences, j'ai trouvé la validation que ma décision de couper les ponts n'était pas une réaction excessive, mais un acte nécessaire d'auto-préservation. L'animatrice du groupe, Rachel, était une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux. Après 3 séances, elle a suggéré que je pourrais bénéficier d'une thérapie individuelle. Les schémas que vous décrivez, la dynamique de l'enfant chéri opposé au bouc émissaire, l'approbation conditionnelle, le fait de vous faire douter de vos propres expériences, ce sont des composantes classiques de la négligence affective, a-t-elle expliqué. Une thérapie individuelle pourrait vous aider à traiter ces expériences plus en profondeur. J'ai commencé des séances hebdomadaires avec le Dr Lillian Parker, une thérapeute pragmatique qui m'a aidé à comprendre comment mon enfance avait façonné mes réponses au stress, à la réussite et aux relations.
Le docteur Parker m'a initié à des concepts comme l'hyperindépendance, le perfectionnisme comme réponse à un traumatisme, et la tendance à chercher la validation par la réussite. Vous avez essayé de gagner un amour qui aurait dû être donné gratuitement, a-t-elle observé lors d'une séance. C'est pourquoi aucune réussite ne semble jamais tout à fait suffisante. Parallèlement à la thérapie, j'ai mis en place une routine de pratique de bien-être qui a progressivement amélioré mon état. Chaque matin commençait par 30 minutes de course le long du front de mer d'Auckland, suivi de 10 minutes de méditation. Les soirées comprenaient de la lecture, non pas des manuels techniques ou des livres de développement professionnel, mais de la littérature qui élargissait mon vocabulaire émotionnel et ma perspective. Malgré ces changements positifs, le doute et la solitude me prenaient encore par surprise à des moments inattendus. Certains soirs, je me surprenais à planer au-dessus de mon téléphone, le doigt prêt à débloquer les numéros de mes parents, me demandant si les couper complètement de ma vie n'avaient pas été trop extrêmes. Les vacances apportaient des vagues de souvenirs et de chagrins qu'aucune réunion de famille choisie ne pouvait entièrement dissiper. Pendant ces moments de faiblesse, je relisais les captures d'écran de ma famille à New York pendant ma remise de diplôme, me rappelant que la douleur de l'absence de contact était moindre que la douleur de continuer à chercher l'approbation de personnes peu disposées à la donner. 6 mois après le début de ma nouvelle vie, Nexus a reconnu mes contributions avec une prime de performance et une promotion au poste d'ingénieur principal, une progression qui nécessitait généralement au moins 2 ans dans l'entreprise. Mon projet avait réduit les coûts de fabrication tout en améliorant la satisfaction des clients grâce à une plus longue durée de vie des batteries des produits de l'entreprise. Votre solution est devenue un argument de vente pour toute notre gamme de produits, m'a dit Marcus lors de mon évaluation de performance. L'équipe de direction a remarqué. À mesure que ma réputation professionnelle grandissait, mes relations personnelles se développaient également. Nathan est venu du Texas, restant dans ma chambre d'amis pendant une semaine et m'aidant à explorer la Bay Area comme un véritable résident plutôt qu'un touriste. J'ai maintenu un contact régulier avec le professeur Williams, qui m'a mis en relation avec d'anciens étudiants travaillant maintenant dans diverses entreprises technologiques autour de San Francisco. Grâce à une ligue de volleyball d'entreprise, j'ai rencontré des gens qui sont devenus des parties régulières de ma vie, des compagnons de randonnée le week-end, des hôtes de dîner, des amis pour les concerts. Nous célébrions ensemble les anniversaires et les promotions, créant de nouvelles traditions détachées de mon passé douloureux. Thanksgiving est arrivé, la première grande fête depuis que j'avais coupé les ponts avec ma famille. Plutôt que de le passer seul ou de m'imposer aux réunions de famille de connaissances, j'ai organisé un Friendsgiving pour d'autres 100 familles locales. 8 d'entre nous se sont réunis dans mon appartement, chacun apportant un plat et partageant des histoires de nos origines variées. Pour la première fois, une fête ressemblait à une véritable célébration plutôt qu'à un exercice d'endurance émotionnelle. Alors que le premier anniversaire de mon diplôme approchait, j'ai réalisé que j'avais construit quelque chose de précieux à partir des ruines du rejet familial, non seulement un succès professionnel, mais une vie structurée autour de liens authentiques et de croissance personnelle plutôt que de la poursuite sans fin de l'approbation qui avait défini mes premières années. 9 mois après mon arrivée chez Nexus Innovation, je me suis retrouvé à fixer des données de consommation d'énergie tard un soir, bien après que la plupart des collègues soient partis. L'entreprise avait réalisé des améliorations significatives grâce à mes optimisations précédentes, mais je voyais le potentiel pour quelque chose de plus révolutionnaire. Nos systèmes actuels étaient efficaces selon les normes de l'industrie, mais si nous pouvions changer fondamentalement l'approche? L'idée m'a frappé lors de cette séance d'analyse nocturne, un algorithme d'apprentissage adaptatif qui pourrait prédire les schémas d'utilisation et optimiser la distribution d'énergie à travers des systèmes domotiques intelligents interconnectés. Les systèmes traditionnels fonctionnaient sur des horaires fixes ou des commandes manuelles. Mon concept créerait un réseau intelligent qui anticiperait les besoins et redistribuerait les ressources en conséquence. J'ai passé les 3 week-ends suivants à développer un prototype, remplissant mon appartement de tableaux blancs couverts de notations mathématiques et de diagrammes d'architecture système. Le sommeil est devenu facultatif à mesure que le concept évoluait de théorique à pratique. Le lundi matin, j'avais une démonstration rudimentaire qui montrait des économies d'énergie potentielles de plus de 40% par rapport à nos meilleurs systèmes actuels. Aborder Marcus avec mon concept demandait du courage. Proposer une réimagination fondamentale de notre technologie de base pouvait être perçu comme innovant ou présomptueux, venant d'un employé relativement nouveau. J'aimerais 30 minutes pour vous montrer quelque chose sur lequel j'ai travaillé, ai-je demandé lors de notre point hebdomadaire. Marcus a haussé un sourcil à mon ton sérieux, mais a hoché la tête. La salle de conférence B est libre maintenant. Alors que je lui expliquais mon concept,
l'expression de Marcus est passée d'un intérêt poli à une véritable excitation. Il a posé des questions pointues qui m'ont poussé à affiner ma pensée sur le champ. À la fin de notre réunion impromptue, il prenait des notes rapidement. Cela pourrait être significatif, a-t-il finalement dit en se penchant en arrière. Quand pouvez-vous avoir une proposition formelle prête pour l'équipe de direction? 3 jours, ai-je promis, planifiant déjà la présentation dans ma tête. Ces 3 jours se sont transformés en un marathon de peaufinage, de documentation et de préparation. J'ai à peine quitté le bureau, faisant des siestes sur le canapé de la salle de pause lorsque l'épuisement devenait écrasant. Le jeudi après-midi, j'avais une proposition complète et une démonstration prête. La présentation à l'équipe de direction était prévue pour le vendredi matin, un créneau convoité généralement réservé aux chefs de projet établis. En installant mon matériel dans la salle de réunion, j'ai remarqué que Marcus avait fait en sorte que toute la direction, y compris le PDG, soit présente. Pas de pression, a-t-il chuchoté avec un sourire. Mais cela pourrait changer la donne pour vous et pour Nexus. Pendant 50 minutes, j'ai guidé l'équipe de direction à travers ma vision de ce que j'appelais le cadre d'optimisation adaptative de l'énergie. J'ai fait la démonstration du prototype, expliqué les mathématiques derrière l'algorithme et présenté des projections d'économie d'énergie et de différenciation sur le marché. Quand j'ai terminé, la salle est restée silencieuse pendant plusieurs secondes inconfortables. Puis le PDG, Alan Patterson, s'est penché en avant. Combien de temps prendrait une mise en œuvre complète avec une équipe dédiée? Nous pourrions avoir un système testable en 4 mois, prêt pour le marché en 9, ai-je répondu, ayant soigneusement calculé ces délais. Et vous voulez diriger ce projet, a-t-il demandé en étudiant mon visage. Oui, monsieur. Je crois en ce concept plus que tout ce que j'ai jamais développé. La réunion s'est terminée par une approbation unanime pour une équipe de projet spéciale avec moi comme responsable technique. En une semaine, j'avais 5 ingénieurs sous ma responsabilité et un budget de développement substantiel. À 25 ans, moins d'un an après avoir quitté l'université, j'étais devenu responsable de ce que le PDG appelait la future direction de la technologie Nexus. La réalité de cette responsabilité m'a frappé la nuit suivant la constitution de l'équipe. Assis seul dans mon appartement, j'ai vécu un moment de doute paralysant. Et si le concept échouait à grande échelle? Et si je ne pouvais pas diriger efficacement? Et si j'avais survendu mes capacités? J'ai appelé Nathan, la seule personne qui comprenait vraiment d'où je venais. Ils m'ont mis en charge d'un projet majeur, ai-je expliqué, ma voix trahissant mon anxiété. Bien sûr qu'ils l'ont fait, a répondu Nathan de manière pragmatique. Ils reconnaissent ce que ta famille n'a jamais pu voir. Tu es exceptionnel, Damien. Tu l'as toujours été. Sa confiance m'a rassuré. Le lendemain matin, je suis entré dans notre espace de projet dédié avec une direction et un objectif clair. Le processus de développement a apporté les défis attendus. 2 mois plus tard, nous avons rencontré un obstacle important lorsque les tests en conditions réelles ont révélé des schémas d'interférence que nous n'avions pas prévus dans la simulation. L'équipe est devenue frustrée alors que notre progression stagnait. Nous devrions peut-être reconsidérer l'approche de base, a suggéré Brian, l'un des ingénieurs principaux affectés au projet. Non, ai-je répondu fermement. Le principe est solide. La mise en œuvre a besoin d'ajustements. J'ai passé les 72 heures suivantes à réimaginer le composant de traitement du signal, émergeant avec une solution qui non seulement résolvait le problème d'interférence, mais améliorait également la réactivité globale du système. Le respect de l'équipe a visiblement augmenté après cette percée. Alors que nous approchions de notre jalon de 4 mois, les tests préliminaires ont confirmé mes projections d'efficacité initiale. Le système s'adaptait au schéma d'utilisation avec une précision remarquable, redistribuant les ressources énergétiques de manière presque intuitive. Ce qui avait commencé comme une inspiration nocturne était devenu une innovation brevetable avec un potentiel de changement de marché. Marcus a organisé une démonstration pour notre plus grand client potentiel, une chaîne hôtelière internationale cherchant à moderniser ses propriétés avec des systèmes éco-énergétiques. Leur équipe technique est arrivée sceptique mais est repartie visiblement impressionnée. Votre solution pourrait nous faire économiser des millions chaque année dans toutes nos propriétés, a noté leur responsable du développement durable. Quand pouvez-vous commencer la mise en œuvre? La démonstration réussit à catalyser l'intérêt d'autres grands clients. Le calendrier de notre projet s'est accéléré à mesure que la demande du marché augmentait.
Mon équipe s'est élargie à 15 ingénieurs et je me suis retrouvé dans des réunions de stratégie avec des cadres qui appréciaient ma perspicacité technique et ma vision. 6 mois après le début du projet, Tech-Innovat, une publication de premier plan de l'industrie, a demandé une interview sur notre approche révolutionnaire. L'article qui en a résulté, La révolution énergétique de Nexus Innovation, menée par un ingénieur prodige, présentait mon portrait aux côtés de citations sur la réussite technique et les implications pour le marché. L'article a attiré l'attention de la Fondation nationale de l'innovation, qui m'a nominé pour son prix du jeune innovateur de l'année, une reconnaissance prestigieuse généralement accordée à des chercheurs ou des entrepreneurs établis avec des années d'expérience dans l'industrie. Lorsque la lettre de nomination officielle est arrivée, Marcus me l'a personnellement remise à mon bureau. C'est extraordinaire, a-t-il dit, une fierté sincère dans sa voix. Toute l'entreprise est derrière vous. La reconnaissance était accompagnée d'une invitation à présenter au sommet annuel de l'innovation à San Francisco, où le prix serait annoncé parmi 5 finalistes. Préparer cette présentation tout en continuant à diriger le projet a poussé mes capacités à leurs limites. Mais l'opportunité était trop importante pour être abordée avec autre chose qu'un engagement total. Au milieu de ce tourbillon professionnel, j'ai rencontré Sofia Reyes, une brillante conceptrice de produits qui a rejoint Nexus pour travailler sur l'interface utilisateur de notre nouveau système. Contrairement à de nombreux collègues qui semblaient intimidés par mon ascension rapide, Sofia a abordé notre collaboration avec une égalité confiante, remettant en question mes hypothèses et améliorant notre produit grâce à des principes de conception réfléchis. Les utilisateurs ne se soucient pas de l'élégance algorithmique, a-t-elle souligné lors d'une séance de conception animée. Ils se soucient de l'interaction intuitive et des résultats fiables. Sa perspective a équilibré ma focalisation technique, et notre relation professionnelle s'est progressivement étendue au-delà des discussions de projet. Nous avons commencé à partager nos pauses déjeuner, à discuter de livres que nous avions tous les deux lus, et finalement à passer des week-ends à explorer les quartiers et les musées de San Francisco. Sofia comprenait l'ambition et la complexité familiale d'une manière que d'autres ne pouvaient pas élever par une mère célibataire qui avait tout sacrifié pour son éducation. Elle portait à la fois une profonde appréciation et le poids de ses sacrifices. Le succès est compliqué quand il est lié aux attentes de quelqu'un d'autre, a-t-elle observé lors d'une conversation sur ma rupture familiale. Tu construis quelque chose de remarquable selon tes propres termes. Cela demande un courage extraordinaire. Sa compréhension et son soutien ont fourni une base pendant la phase de plus en plus publique de ma carrière, alors que l'attention médiatique autour de notre innovation grandissait. Je me suis retrouvé à faire des présentations lors de conférences de l'industrie, à parler dans des panels techniques et à représenter Nexus auprès d'investisseurs potentiels. La nuit précédant le sommet de l'innovation, je me tenais à la fenêtre de mon appartement, regardant l'horizon de San Francisco. Pour la première fois depuis l'obtention de mon diplôme, je me suis permis de me demander si ma famille avait vu l'un des articles ou l'une des mentions de mon travail. Savait-il pour la nomination? S'en soucierait-il s'il le savait? Les questions portaient moins de douleur qu'elles ne l'auraient fait autrefois. Leur approbation, si désespérément recherchée pendant tant d'années, était devenue de plus en plus hors de propos pour mon sentiment d'accomplissement. Ce qui importait maintenant, c'était la réalité que j'avais créée, une technologie qui ferait une différence significative, des collègues qui respectaient mes capacités, des amis qui appréciaient mon moi authentique, et la confiance croissante qui venait de la construction du succès selon mes propres termes. Le sommet de l'innovation était prévu pour début octobre, presque exactement un an après que j'ai coupé les ponts avec ma famille. À l'approche de l'événement, je me suis entièrement concentré sur la préparation de ma présentation et la gestion de l'équipe de mise en œuvre grandissante chez Nexus. La nomination avait rehaussé le profil de notre projet, apportant à la fois des opportunités excitantes et une surveillance accrue. 3 semaines avant le sommet, un email inattendu est arrivé dans mon compte personnel. Le nom de l'expéditeur, Tyler Walker, a fait bondir mon cœur. Après près d'1 an de silence, mon frère avait trouvé un moyen de me contacter. L'objet disait simplement « Vu l'article sur toi ». Pendant plusieurs minutes, j'ai fixé l'email non lu, le curseur planant au-dessus du bouton de suppression. Une partie de moi voulait effacer cette intrusion de ma vie soigneusement reconstruite. Une autre partie, une voix que je pensais avoir fait taire, murmurait des liens familiaux et des émotions non résolues. Finalement, je l'ai ouvert. Damien, j'ai vu ton profil dans Tech-Innovat. Je ne savais pas que tu faisais un travail aussi important. J'aimerais parler si tu es d'accord. Les choses ont changé, Tyler. La brièveté et l'absence d'excuses étaient typiques de Tyler, mais l'initiative de prendre contact ne l'était pas.
Mon frère n'avait jamais été du genre à faire le premier pas pour résoudre les conflits. Cet écart par rapport à la norme m'a intrigué presque autant qu'il m'a mis en colère. J'ai fermé l'email sans répondre et je suis allé à la salle de sport, m'entraînant intensément tout en traitant mes sentiments contradictoires. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé Nathan pour avoir son avis. Il t'a vu obtenir une reconnaissance publique et veut soudainement parler, a observé Nathan avec scepticisme. Ça semble pratique. C'est aussi ma première pensée, ai-je admis. Mais quelque chose semble différent. Tyler ne prend jamais l'initiative. Après des conversations similaires avec Sophia et ma thérapeute, j'ai rédigé une brève réponse neutre. Tyler, merci de m'avoir contacté. Je suis ouvert à une communication limitée, mais j'ai besoin de comprendre tes intentions. Ma vie a pris une direction positive depuis les événements de l'année dernière. Damien. Sa réponse est arrivée en quelques heures. Pouvons-nous nous voir en personne? J'ai déménagé à San Francisco pour un travail il y a 3 mois. Beaucoup de choses à dire. Un café quelque part en public. La révélation que Tyler vivait dans la même ville depuis des mois sans me contacter jusqu'à ce qu'il voie l'article a confirmé mes soupçons sur ses motivations. Pourtant, la curiosité l'a emporté sur la prudence. J'ai accepté de le rencontrer dans un café neutre à mi-chemin entre nos lieux de travail. Le jour de notre rencontre est arrivé avec une anxiété inattendue. Je suis arrivé en avance, choisissant une table avec une vue dégagée sur l'entrée et plusieurs issues de secours, un choix stratégique que ma thérapeute analyserait probablement plus tard. À midi pile, Tyler est entré. Il avait changé. L'assurance qui avait toujours caractérisé ses mouvements était diminuée. Ses vêtements de marque avaient été remplacés par une tenue de bureau standard, et il semblait plus mince, avec des cernes sous les yeux suggérant du stress ou un manque de sommeil. Damien, dit-il en s'approchant de la table avec une nervosité visible. Merci d'avoir accepté. Notre conversation initiale était maladroite, des échanges superficiels sur le temps, la ville, depuis combien de temps il était à San Francisco. J'ai attendu, le laissant naviguer vers le véritable but de cette rencontre. Finalement, après que son café fut à moitié terminé, Tyler soupira profondément. Je te dois des excuses. Plusieurs, en fait. Pourquoi, ai-je demandé, peu disposé à lui faciliter la tâche. Pour l'histoire de la remise des diplômes, pour commencer. C'était mal. Nous aurions dû être là. Vous avez pris l'avion pour New York à la place, ai-je déclaré sèchement. Tyler a grimacé. Ouais, c'était. Je ne comprenais pas pleinement à l'époque ce que cela signifiait pour toi. Maman et papa ont toujours fait comme si tu ne te souciais pas des affaires de famille. Ils avaient tort. Je le sais maintenant. Il a hoché la tête. Écoute, beaucoup de choses ont changé depuis que tu as coupé les ponts. J'ai réalisé certaines choses sur notre famille qui ne sont pas confortables. Tyler a expliqué qu'après l'obtention de son diplôme, il avait eu du mal à trouver un emploi malgré son diplôme en commerce de NYU. Nos parents l'avaient initialement soutenu financièrement pendant qu'il trouvait sa voie. Mais au fil des mois sans progrès, leur patience s'est amenuisée. Ils ont commencé à me demander pourquoi je ne pouvais pas être plus comme toi. Concentré, déterminé, réussi dès la sortie de l'école, a-t-il expliqué avec une ironie évidente. Le traitement de l'enfant chéri s'est estompé assez vite quand je ne répondais pas aux attentes. Il avait finalement trouvé un poste de débutant dans une société de services financiers à San Francisco, choisissant délibérément de s'éloigner de nos parents, qui étaient devenus de plus en plus critiques à l'égard de sa progression de carrière. Je vis avec 2 colocataires dans un appartement miteux, je paie mes propres factures pour la première fois, a-t-il admis. Ça a été une prise de conscience sur tout ce qui m'a été donné avant. Pendant qu'il parlait, j'ai reconnu le processus de croissance douloureux qu'il vivait. Le même retour à la réalité que j'avais navigué des années plus tôt, mais sans le coussin du soutien parental. Es-tu toujours en contact avec eux, ai-je demandé. Des appels limités pour les vacances, des nouvelles occasionnelles. Ils savent que je suis dans la même ville que toi. Ils suivent ta carrière, tu sais. Cette révélation m'a surpris. Ils suivent comment? Ton LinkedIn public, les annonces de l'entreprise, l'article de Tech Innovat était encadré sur le bureau de papa quand je suis passé à Pâques. L'image de mon père affichant mes réussites professionnelles sans tenter de se réconcilier a créé une émotion complexe que je n'ai pas pu nommer immédiatement. Ils sont trop fiers pour prendre contact, a poursuivi Tyler. Mais ils parlent de toi. Ils te cherchent sur Google.
Ils savent qu'ils ont tout gâché. Et toi? Pourquoi prends-tu contact maintenant? Tyler a baissé les yeux sur sa tasse vide. En partie parce que voir cet article m'a fait réaliser à quel point ça m'a manqué de connaître mon frère. En partie parce que je galère ici et tu es la seule famille dans cette ville. Surtout parce que j'ai besoin de m'excuser d'avoir fait partie d'un système qui t'a fait du mal pendant si longtemps. Son aveu manquait du ton défensif qui avait caractérisé nos interactions précédentes. Pour peut-être la première fois, Tyler semblait me voir clairement, non pas comme un concurrent ou un obstacle, mais comme quelqu'un qui avait subi une véritable blessure à cause de la dynamique de notre famille. Je ne demande pas que nous soyons les meilleurs amis du monde, a-t-il clarifié. Juste peut-être que nous pourrions parler de temps en temps, apprendre à nous connaître en tant qu'adultes sans l'influence de nos parents. J'ai examiné sa demande attentivement. Je suis prêt à essayer un contact limité, mais j'ai besoin que tu comprennes que j'ai construit une vie qui me convient. Je ne cherche pas à recréer des dynamiques familiales qui étaient nuisibles. Tyler a hoché la tête, un soulagement visible sur son visage. C'est juste, plus que juste. Alors que notre conversation se terminait, il a mentionné le prochain sommet de l'innovation. J'ai vu que tu es finaliste pour ce prix. C'est un grand truc, non? Oui, ai-je reconnu. L'un des 5 finalistes au niveau national. Serait-ce complètement inapproprié si j'y assistais? Le site web dit que c'est ouvert au public avec inscription. La question m'a pris au dépourvu. Mon instinct immédiat était de refuser, de garder mon triomphe professionnel séparé de la famille qui avait méprisé mes réalisations. Mais quelque chose dans l'expression de Tyler, un désir sincère d'être témoin plutôt que de s'approprier mon moment, m'a fait hésiter. Tu peux venir, ai-je finalement dit, mais j'ai besoin de me concentrer sur la présentation et les juges. Ne t'attends pas à beaucoup d'interactions. Compris, a-t-il accepté rapidement. Je veux juste voir mon frère faire son truc. Pas d'interférence. Alors que nous nous séparions devant le café, Tyler a ajouté, pour ce que ça vaut, maman et papa regarderont peut-être la diffusion en direct. La fondation diffuse les présentations des finalistes, non? La pensée de mes parents regardant à distance a ajouté une autre couche de complexité à l'événement déjà très stressant. J'ai hoché la tête sans commentaire et suis retourné au travail, l'esprit bouillonnant d'implication. Ce soir-là, j'ai discuté de la réunion avec Sophia lors d'un dîner dans son appartement. Est-ce que ça te va que ta famille apparaisse soudainement aux abords de ta vie, a-t-elle demandé directement. Je ne sais pas, ai-je admis. Une partie de moi veut maintenir la rupture nette. Une autre partie se demande s'il y a un moyen d'avoir une certaine connexion sans retourner aux anciens schémas. Les gens peuvent changer, a-t-elle offert. Mais les relations ne fonctionnent que lorsque tout le monde reconnaît la réalité de ce qui s'est passé, pas seulement ce qu'ils auraient souhaité qu'il se passe. Sa sagesse, comme d'habitude, a apporté de la clarté. Je n'étais pas prêt à renouer pleinement avec mes parents. Mais l'initiative de Tyler suggérait des possibilités pour une nouvelle relation, plus honnête, basée sur le respect mutuel plutôt que sur les rôles assignés de notre enfance. À l'approche du sommet, je me suis concentré sur la préparation de ma présentation tout en traitant la reconnexion inattendue avec Tyler. Quoi qu'il arrive avec ma famille, j'avais construit une vie et une carrière selon mes propres termes. La nomination au prix validait non seulement mon innovation technique, mais aussi la réinvention personnelle qui l'avait rendue possible. Le matin du sommet de l'innovation s'est levé clair et lumineux. Le soleil de Californie inondait les fenêtres de mon appartement alors que je relisais une dernière fois mes notes de présentation. L'événement rassemblerait des leaders de la technologie de tout le pays au prestigieux centre d'innovation de San Francisco, avec des centaines d'autres personnes regardant via la diffusion en direct. Je me suis habillé avec soin dans le costume anthracite que Sophia m'avait aidé à choisir, assorti d'une cravate bleue subtile qui fait ressortir tes yeux sans être distrayante, comme elle l'avait dit. Les présentations des finalistes commenceraient à 10 h, avec l'annonce du prix prévu pour 14 h. Sophia avait insisté pour me conduire sur les lieux. Tu dois te concentrer sur ton contenu, pas sur le stationnement, avait-elle raisonné. Pendant le trajet, elle a maintenu une conversation légère sur les projets du week-end et un nouveau restaurant qu'elle voulait essayer, évitant délibérément d'ajouter à mon stress pré-présentation. En approchant du lieu, j'ai aperçu les bannières de la Fondation de l'innovation et la foule de participants qui se rassemblaient. Prêt à changer le monde de la technologie, a demandé Sophia avec un sourire de soutien. Aussi près que je le serai, ai-je répondu,
prenant soudain conscience du chemin parcouru depuis le fils négligé en quête de validation jusqu'à l'ingénieur confiant se préparant à présenter un travail révolutionnaire sur une scène nationale. Le hall principal du centre d'innovation avait été transformé en un élégant espace de présentation avec 5 sections distinctes dédiées à chaque finaliste. Notre zone présentait la marque Nexus ainsi que des écrans démontrant le cadre d'optimisation adaptative de l'énergie en action. Marcus et plusieurs membres de l'équipe de direction étaient déjà arrivés, examinant les unités de démonstration et accueillant les premiers participants. « La star arrive », a crié Marcus en s'approchant la main tendue. « Les juges ont posé des questions sur toi. » Bon signe. L'heure suivante s'est écoulée dans un tourbillon de présentations, de discussions techniques avec des participants curieux et de coordination finale avec l'équipe de présentation. 10 minutes avant l'heure prévue de ma présentation, je me suis excusé pour me rendre dans la salle de préparation pour un moment de concentration tranquille. Alors que je relisais mes notes une dernière fois, j'ai entendu frapper doucement à la porte. M'attendant à un membre du personnel avec des mises à jour sur le timing, j'ai crié « Entrez ». La porte s'est ouverte pour révéler Tyler, mal à l'aise dans un costume légèrement trop grand pour lui. « Salut », dit-il maladroitement. « Je voulais juste te souhaiter bonne chance. Je serai au dernier rang. » La vue de mon frère dans ce contexte, mon monde professionnel, où j'avais établi une valeur indépendante des liens familiaux, a créé une étrange dissonance cognitive. Pendant un bref instant, le passé et le présent se sont heurtés inconfortablement. « Merci », ai-je réussi à dire, en gardant un ton professionnel. « J'apprécie que tu sois venu. » Il a hoché la tête, semblant comprendre mon besoin d'espace. « Tu vas assurer » a-t-il ajouté avant de refermer doucement la porte. Quelques minutes plus tard, j'ai été présenté sous des applaudissements enthousiastes et j'ai pris ma place au centre de la scène. En balayant le public du regard, j'ai repéré des visages familiers, Sophia au 3e rang, Nathan qui avait pris l'avion pour l'événement, Marcus et l'équipe de Nexus, et tout au fond, Tyler, attentif et quelque peu déplacé. Pendant 20 minutes, j'ai guidé le public à travers le développement et la mise en œuvre de notre système d'optimisation énergétique, expliquant des concepts techniques complexes en termes accessibles tout en démontrant des applications et un impact concret. Les questions des juges étaient pointues mais justes, me permettant de souligner à la fois l'élégance mathématique et les avantages pratiques de l'innovation. En concluant sous de vifs applaudissements, j'ai ressenti une vague de satisfaction indépendante du résultat du concours. Que je gagne ou non le prix, cette présentation représentait l'aboutissement d'années de travail et de croissance personnelle. Les autres présentations se sont déroulées tout au long de la matinée, chacune présentant des innovations impressionnantes dans divers domaines. Après un déjeuner de réseautage où j'ai à peine mangé, me concentrant plutôt sur les conversations avec des leaders de l'industrie intéressés, nous nous sommes réunis dans le hall principal pour l'annonce du prix. La directrice de la fondation, le Dr Eleanor Hughes, est montée sur scène avec une enveloppe scellée. Le prix du jeune innovateur de cette année est décerné à une personne qui a réimaginé la gestion de l'énergie de manière à impacter des industries allant de la construction résidentielle à l'hôtellerie en passant par la santé. Leur travail démontre non seulement une brillance technique mais aussi une application pratique qui peut réduire de manière significative la consommation d'énergie dans le monde entier. Une pause, puis, le lauréat de cette année est Damien Walker pour le cadre d'optimisation adaptative de l'énergie. La salle a éclaté en applaudissements alors que je me dirigeais vers la scène, l'esprit curieusement calme malgré l'importance du moment. Alors que le Dr Hughes me remettait le prix en cristal et posait pour les photographes, j'ai de nouveau cherché dans le public. Sophia était debout, applaudissant avec enthousiasme. L'équipe de Nexus avait l'air triomphante et au fond de la salle se tenait Tyler. Son expression, un mélange complexe de surprise, de fierté et de quelque chose qui ressemblait remarquablement à du regret. Mon discours de remerciement a été bref mais sincère, reconnaissant le soutien de Marcus, de mon équipe chez Nexus et des amis qui sont devenus une famille quand j'en avais le plus besoin. En quittant la scène, portant le prix substantiel, j'ai été intercepté par des journalistes, des leaders de l'industrie et des partenaires potentiels, chacun désireux de discuter des applications futures et des possibilités. Près d'1 heure s'est écoulée avant que je puisse m'extraire de ces conversations. Alors que la foule commençait à se disperser, j'ai aperçu Tyler qui attendait toujours près du fond de la salle, semblant de plus en plus déplacé parmi les cadres de la technologie qui partaient. Quand je me suis approché de lui, ses premiers mots m'ont pris au dépourvu. « Comment as-tu réussi tout ça ?» a-t-il demandé, un véritable étonnement dans la voix. « Sans relation, sans soutien familial, sans rien qui te soit donné. »« Comment ?» La question reflétait la différence fondamentale de nos éducations.
Tyler ne pouvait vraiment pas concevoir la réussite sans l'aide et la validation qu'il avait toujours reçue. J'ai dû le faire, ai-je répondu simplement. Il n'y avait pas de filet de sécurité, personne sur qui compter. L'excellence n'était pas une option pour moi. Tyler a hoché la tête lentement, traitant cette réalité. Maman et papa ont regardé la diffusion en direct, a-t-il dit après un moment. Papa m'a envoyé un texto pendant ta présentation. Il a dit, et je cite, « Nous n'avions aucune idée de ce dont Damien était capable. » J'ai laissé échapper un petit rire incrédule. Je leur ai montré de quoi je suis capable toute ma vie. Ils n'ont jamais prêté attention. Ils prêtent attention maintenant, a répondu Tyler. Ils ont demandé si tu accepterais un appel de leur part. La demande flottait entre nous, chargée de décennies d'histoires compliquées. Une partie de moi voulait refuser catégoriquement, pour protéger l'indépendance que j'avais si durement établie. Une autre partie a reconnu une opportunité d'engager la conversation depuis une position de force plutôt que de besoin. Pas aujourd'hui, ai-je décidé. Cette journée est consacrée à mon travail, pas à des drames familiaux. Mais peut-être dans quelques semaines. Nous pourrons en discuter. Un soulagement a envahi le visage de Tyler. C'est juste, plus que juste. Alors que nous sortions ensemble du lieu, Tyler m'a demandé mes projets pour célébrer. J'ai mentionné le dîner que Nexus avait organisé avec les membres clés de l'équipe et les partenaires. Ça a l'air génial, dit-il, avec un enthousiasme sincère dans la voix. Tu mérites chaque parcelle de cette reconnaissance, Damien. Et pour ce que ça vaut, je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour le voir. Nous nous sommes séparés avec une poignée de main maladroite mais sincère, convenant de nous retrouver pour un café la semaine suivante. Alors qu'il s'éloignait, j'ai ressenti une étrange légèreté. Pas exactement le pardon, mais peut-être le début d'un nouveau chapitre, libéré du ressentiment qui avait alimenté une grande partie de ma motivation. Sophia attendait près de sa voiture, souriant largement en apercevant le prix dans mes mains. « Félicitations, monsieur le jeune innovateur », a-t-elle lancé. « Prêt pour ton dîner de célébration ?» Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré avec un texto de Tyler. Les parents demandent s'ils peuvent venir le mois prochain. Seulement si tu es prêt. Pas de pression de toute façon. J'ai montré le message à Sophia. Qu'est-ce que tu en penses? Elle a réfléchi attentivement avant de répondre. Je pense que tu es en position de fixer les conditions de toute relation maintenant, depuis un lieu de force, pas de besoin. Quoi que tu décides, fais-le parce que c'est bon pour toi, pas par obligation. 3 semaines plus tard, j'ai accepté de dîner avec mes parents dans un restaurant neutre. La conversation était guindée, inconfortable, mais nécessaire. Mon père, pour la première fois de ma mémoire, a reconnu son favoritisme et les dommages qu'il avait causés. Ma mère a pleuré quand j'ai décrit avoir regardé leurs publications sur les réseaux sociaux depuis New York pendant ma remise de diplôme. Nous nous sommes terriblement trompés, a admis mon père. En voyant ton travail, ce que tu as accompli malgré nos échecs en tant que parents, nous avons tellement à nous faire pardonner. Vous ne pouvez pas vous faire pardonner, leur ai-je dit honnêtement. Mais nous pouvons décider quel genre de relation est possible à l'avenir, avec des limites et des attentes claires. Nous ne sommes pas sortis de ce dîner en tant que famille guérie. Ce que nous avons établi à la place, c'est une nouvelle connexion timide basée sur des relations d'adultes plutôt que sur des dynamiques parents-enfants. J'ai maintenu mon indépendance tout en autorisant un contact limité sous des conditions qui respectaient mes limites. Dans les mois qui ont suivi, mon innovation a été mise en œuvre dans plusieurs industries, générant un impact environnemental significatif et un succès financier pour Nexus. J'ai été promu directeur de l'innovation, dirigeant un département axé sur les solutions énergétiques de nouvelle génération. Sophia et moi sommes passés de collègues à un couple engagé, emménageant dans un appartement à San Francisco avec vue sur la baie. Tyler et moi avons développé une amitié prudente, nous rencontrant chaque semaine pour un café ou des matchs de basket occasionnels. Il a eu des difficultés professionnelles par rapport à ma trajectoire, mais a trouvé sa propre voie dans la gestion d'organisations à but non lucratif. Finalement, notre relation, libérée de la dynamique compétitive que nos parents avaient créée, est devenue une relation de respect mutuel et de plaisir occasionnel et sincère. Mes parents sont restés à une plus grande distance, des appels occasionnels, de rares visites, toujours selon mes termes. Ils n'ont jamais pleinement compris la profondeur des dommages que leur favoritisme avait causés, mais ils en ont reconnu assez pour aborder notre relation avec humilité plutôt qu'avec un sentiment de dû.
le prix de l'innovation est devenu un jalon parmi d'autres dans une carrière définie par une contribution significative plutôt que par une recherche désespérée de validation. Chaque réussite apportait une satisfaction en soi, non pas comme un substitut à l'approbation que j'avais autrefois si désespérément recherchée. En repensant à l'année qui a transformé ma vie, de l'absence douloureuse à la remise des diplômes à la cérémonie de remise des prix triomphales, j'ai reconnu que le plus grand cadeau de ma famille a été, paradoxalement, leur rejet. Cela m'a forcé à construire une vie selon mes propres termes, à chercher la valeur dans mes propres capacités plutôt que dans la validation externe. Bien que je n'oublierai jamais la douleur d'avoir été laissé pour compte, je suis reconnaissant pour le feu que cela a allumé en moi. La plus grande vengeance n'est pas de leur montrer ce qu'ils ont manqué. C'est de découvrir ce que vous ne saviez jamais que vous pouviez devenir. Avez-vous déjà eu à vous reconstruire après que quelqu'un ait sous-estimé votre valeur? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si ce parcours de dépassement de la trahison familiale pour trouver le succès a résonné en vous, veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime. Rappelez-vous, parfois les personnes qui devraient le plus croire en vous sont celles qui vous voient le moins, mais cela ne définit pas ce que vous pouvez accomplir. Merci d'avoir écouté et que vos propres défis deviennent le fondement de vos plus grandes forces.